Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Mon nom est Jonathan Choquette, je suis conseiller en politique et en communication à l'AFPC Québec. Alors, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les négociations avec le Conseil du Trésor pour la table EB. Cette rencontre, je veux un petit peu une mise à jour là, pour les négociations avec votre groupe. Puis en gros, on va parler des enjeux, de l'atmosphère à la table de négo, des prochaines étapes dans le processus. On voulait le faire de cette façon pour que les membres négociateurs de votre groupe puissent vous informer des derniers développements de vive voix. J'aime le spécifier à chaque fois. Si vous souhaitez proposer des nouvelles revendications, la période est maintenant fermée et nous vous suggérons de rester à l'affût lors de l'ouverture de la période de revendication qui précédera la prochaine ronde de négociation. Donc, laissez-moi débuter en vous présentant mes collègues. Tout d'abord, Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'AFPC Québec, que vous connaissez probablement déjà. Nul autre que Marie-Hélène Leclerc et Alain Desroches, représentants de votre table de négociation EB. Et finalement, notre conseillère syndicale à l'AFPC Québec, Mélanie Desrosiers, ici pour nous épauler durant cette rencontre. Alors, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Je passe donc la parole à ma consoeur Mélanie Desrosiers pour nous parler de mobilisation. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Jonathan, pour la présentation. Donc, bonsoir tout le monde. Pardon. Merci de prendre quelques minutes de votre temps personnel pour assister au webinaire ce soir. C'est super apprécié. Quand on parle de négociation, on parle automatiquement de mobilisation, vous comprendrez. Afin de supporter votre équipe de négociation, il est primordial de se mobiliser, de montrer notre solidarité. La force du nombre a toujours été la solution pour faire avancer les choses et faire valoir vos revendications. Ensemble, on peut vraiment faire la différence et c'est en faisant des actions concertées, aussi petites soient-elles, que nous pouvons mettre de la pression sur l'employeur afin d'obtenir un contrat de travail équitable et à la hauteur de ce que vous méritez comme salarié. Dans cette optique, la FPC, en collaboration avec vos éléments, a organisé une journée nationale d'action qui se tiendra cette semaine, le 14 avril, jeudi. Donc, surveillez les activités dans vos régions respectives en contactant soit votre présidente ou président de section locale ou bien votre présidente de conseil régional. On a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. Vous allez voir dans les prochaines minutes, vous allez avoir une mise à jour des négociations par vos représentants et représentantes de la table de négo. Et vous allez voir que c'est pas très jojo qu'est-ce qui nous attend, donc d'où l'importance de se mobiliser dans les prochains jours et dans les prochains mois également. Au cours de cette semaine, les membres iront visiter leurs députés de leur région afin de faire connaître leurs revendications. Plusieurs rencontres sont prévues à l'horaire pour atteindre un apogée le jeudi le 14 avril. En cette journée nationale d'action, des rencontres en personne, en virtuel et des mobilisations extérieures auront lieu afin de démontrer notre volonté d'obtenir une convention collective juste et équitable. On demande votre participation en grand nombre. Pour nommer que ceux-là, il y aura des mobilisations, entre autres, à Drummondville, plusieurs à Montréal, au complexe Guy Favreau, sur la rue Notre-Dame, en Montérégie, à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, à Québec, base militaire Valcartier. Donc, je n'y pas d'entrer en contact, soit avec nous ou bien avec vos présidents de section locale. Ils pourront vous donner toute l'information nécessaire. Le 14 avril, à 19 h le soir, nous avons une journée d'action nationale virtuelle. Tous les membres à travers le Canada, on demande qu'ils se connectent à 19 h pour faire une action de mobilisation nationale. Ça prendra qu'une heure de votre temps afin de poser une action démontrant votre support aux négociations en cours. L'objectif de cette mobilisation est d'inonder les boîtes vocales des députés à travers le pays. Donc, cette action est simple, est rapide et très facile. Le président national, Chris Elworth, sera présent lors de cette action, ainsi que la vice-présidente nationale, Sharon de Souza. Le succès des négociations dépend vraiment de la mobilisation des membres. On l'a vu par le passé, il y a beaucoup de batailles qui se sont gagnées par la mobilisation, par la force du nombre et la solidarité des membres. Votre participation est donc très, très importante. Afin de poser notre premier geste de solidarité envers votre équipe de négociation, nous allons poser une action dès maintenant. Dans la boîte de chat qui se retrouve à droite de votre écran, je vais y apposer immédiatement un lien
qui est le lien d'inscription pour la Journée nationale d'action. Pardon. Donc, on vous laisse 2-3 minutes afin d'aller cliquer directement sur ce lien pour vous inscrire à la Journée nationale de jeudi soir, 19 h, pour faire une première action de mobilisation en support à votre équipe de négo. Lorsque ça sera fait, juste aller inscrire fait dans la boîte de discussion et on pourra comptabiliser là, les inscriptions qui seront faites ce soir. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. N'hésitez pas, je vais le reposter, je vais le réécrire dans le chat au courant de la séance. On vous invite à vous y inscrire grandement. Donc, Yvon, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Jonathan, aussi de faire l'entrée en matière. Ben, bonsoir tout le monde. Je suis content avec vous. Donc, une dizaine de EB qui s'est déjà donc branché. J'espère qu'il va y en avoir quelques de plus. Donc, je suis Yvon Barrière, VPR pour la FPC de la région du Québec. Et j'en suis fier et ça me fait grand plaisir d'être ici ce soir pour vous faire un petit compte rendu de la situation de la table EB et aussi des enjeux communs. Puis en passant, la table EB, vous êtes chanceux parce que vous avez deux bons représentants sur la table de négociation et Marie-Hélène qui est sur la table de négociation de la table EB, elle est aussi sur les enjeux communs. Donc, j'aimerais tout d'abord débuter en reconnaissant que je vis et travaille actuellement depuis un territoire ancestral non cédé du peuple Abénaki ou Abenaki. Puis, écoutez, depuis quelques semaines, en fait, là, depuis quasiment 2 mois, chaque fois que je reprends la parole, mais j'ai toujours une pensée là, pour les familles ukrainiennes, de ce qui se passe avec les actes perpétués par le barbare, hein, c'est pas compliqué, de Vladimir Poutine. Et j'ai une pensée aussi là, pour les 1 200 000 Ukrainiens qui vivent au Canada. Donc, c'était un petit mot là, d'entrée. Écoutez, à chaque fois que j'ai un micro, je me permets toujours de faire les grands dossiers. Je ne pensais pas de parler de Phoenix en 2022, mais bon, la bataille demeure. Hein. Je dois rencontrer la semaine prochaine, en fait, pas vrai, cette semaine, je dois rencontrer Mme Leboutillier, donc la ministre de l'Agence du revenu, pour faire avancer quelques dossiers. Là. Je vous rappelle là, que le Conseil du Trésor refuse de co-signer une énoncé de fait. Un énoncé de fait, c'est quoi? Telle date, on a eu une entente par rapport aux 2500, il s'est passé telle chose. Voici la source du conflit pour pouvoir aller au tribunal de l'impôt. Le Conseil du Trésor refuse de signer ce fameux énoncé des faits. Si nous pouvons aller au tribunal de l'impôt, bien, on va tenter de faire reconnaître que le 2500 ne devrait pas être taxable, il ne devrait pas avoir de l'impôt là-dessus. Je me suis toujours demandé pourquoi, c'est quoi le jeu ou l'avantage du Conseil du Trésor de ne pas signer? Bien, on se souvient là, que la fameuse clause remarque avec les autres syndicats qui ne veulent pas payer, mais si jamais qu'ils nous donnent 2500 pas d'impôt, ils vont devoir le donner à 140 000 autres fonctionnaires. Ça fait une jolie somme. La table B, écoutez, je m'adresse à des enseignants et on sait qu'on a des problèmes, et la condition du français dans la fonction publique, vous le savez, c'est lamentable. Il y a eu un dépôt tout récent du projet de loi, le C13. J'avais rencontré l'année passée Mme Mélanie Joly. J'avais fait 2 commissions parlementaires pour le fameux livre blanc. Et là, tout récemment, donc Mme Petitpas-Taylor, elle a déposé là, le nouveau projet de loi C13. Je l'ai rencontré là, le vendredi 25 mars dernier parce qu'on sait que le nouveau projet de loi, a certains mordants pour certaines organisations sous juridiction fédérale, mais très peu au niveau là, de la fonction publique. Donc, on a tenté de trouver des pistes de solutions. J'ai parlé encore la semaine passée avec M. Boulris et Mario Beaulieu du Bloc pour tenter là, de faire là, des pressions gouvernementales là-dessus. Grief 699, ben, vous en avez très certainement entendu parler. Il va y avoir une foire aux questions dans les prochaines journées. Ça devrait bien aller, mais rapidement. On se souvient là, qu'en mars 2020, il y a eu le début de la pandémie. Les écoles et les garderies ont fermé. Le Conseil du Trésor a dit, bien, quand les garderies sont fermées et l'école, puis si vous ne pouvez pas faire du télétravail, mais c'est du 699, au bout de quelques semaines, quelques mois, selon les ministères, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont dit, vous devez donc
épuiser toutes vos vacances, vos congés de maladie, vos congés familiaux, vos congés personnels, et ensuite prendre du 699. Bien, on a gagné ce principe, ce grief de principe, et c'est plus vrai. Si vous ne pouviez pas faire du télétravail, si l'école était fermée ou la garderie, donc c'est bel et bien du 699. Donc, tous ceux qui en 2020 ont pris des congés de vacances, de maladies ou d'autres choses, parce que leur employeur, que ce soit à la Défense nationale, au service correctionnel, qui vous a dit, vous devez prendre d'autres types de congés, mais il y avait tort. Donc, il y a des ministères qui ont déjà commencé à faire le remboursement. La semaine passée, nous devions avoir la révision de la fameuse politique sur la vaccination. La FPC a déposé 2 griefs de principe, un en décembre et un autre en février. En décembre, c'est pour tous ceux et celles qui sont en télétravail et que leur statut vaccinal, donc qui ne sont pas vaccinés, pourront et devront continuer à faire ce qu'ils veulent à ce moment-là s'ils sont en télétravail à temps plein. L'autre grief de principe qu'on a déposé en février, c'est qu'à cause de la pandémie, là, même s'il y a une 6e vague actuellement, compte tenu que les règles sanitaires des provinces et des territoires ont commencé à ne plus exiger le passeport vaccinal, il reste 2 provinces pour le masque, donc l'île du Prince-Édouard puis le Québec. Donc, on a dit, mais ça suffit. Dans le cadre de votre révision qui devait être faite la semaine passée, on a exigé qu'on n'avait plus de membres qui devaient être visés par cette situation-là et surtout aucun membre qui devait être mis en congé administratif sans solde. On va vraiment passer sur le vif du sujet. Je vais demander donc à Marie-Hélène et à Alain de se joindre avec moi plutôt, et on va passer une période de petites questions. Bonsoir Alain, ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Bien, merci. Marie-Hélène? J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça va bien. Excellent. Écoutez, donc on a Alain qui va répondre à quelques questions sur les enjeux de la table EB. Et ensuite, on va y aller avec Marie-Hélène pour la table des enjeux communs. Donc, Marie-Hélène, si jamais là, que quoi que ce soit, tu me dis, Yvon, je peux-tu rajouter quelque chose, mais il n'y a pas de souci. Alain, la toute première question que je vais te poser, là, ça fait déjà, je pense, 3 rencontres depuis le mois de novembre que vous avez faites avec le Conseil du Trésor. Parle-nous, donne-nous une idée de l'ambiance qui règne là, sur la table de négociation. Bien, c'est toujours la même chose. À la table du Conseil du Trésor, il peut y avoir 13 personnes, 12 personnes, 11 personnes. Ça varie même l'avant-midi, l'après-midi. On les voit pas à l'écran parce qu'il y a seulement que les négociateurs qu'on peut voir à l'écran. Ils parlent toujours d'un ton monotone, très, très bas, à tel point qu'on se fait dire par les traducteurs, les interprètes. Écoutez, on voudrait bien traduire, mais on n'entend rien. Ça vous donne un peu l'ambiance, comment que ça se passe. Ça crée des frustrations parce qu'on sent que la communication ne passe pas bien. T'sais. On essaie de discuter, puis ça passe pas. On joue même le jeu des fois de dire au niveau du Conseil du Trésor, on dit on vous voit pas, on vous entend pas. On dirait que c'est comme à chaque rencontre, je disais à la table, vous allez voir, ça va avoir lieu encore. Et là, à un moment donné, on dit je vois rien, puis là, on niaise un peu avec ça. Bon. Fait que ça vous montre un peu comment ça se passe à la table. L'atmosphère, ben, ça crée des frustrations parce qu'on essaie d'aborder des sujets et ça va pas bien loin parce que on a des réponses, on tourne autour du pot tout le temps. On n'est pas capable de savoir si le négociateur a regardé certains de nos points sérieusement, s'il veut en discuter. Donc, ça va passer. Au mois de mars, là, si on n'avait pas eu de rencontre, ça n'aurait rien changé. Ça vous donne une idée, là, on n'a pas avancé du côté du Conseil du Trésor. Alain, en novembre, tu m'avais parlé que vous sentiez que le Conseil du Trésor n'avait pas de mandat. Est-ce que tu penses, avec
ce que vous avez fait là en fin janvier puis en mars, que le Conseil du Trésor a un mandat de négocier ou ils sont toujours là, dans l'inspectative puis ils tournent autour du pot? Ben, aller jusqu'en mars, nous autres, on fait toujours une journée de caucus. Hein. On s'est rencontrés le 7 mars. Ensuite, on négocie avec le Conseil du Trésor le 8, 9, 10 mars dernier. Et c'est ça, on voulait leur demander, avez-vous un mandat? Avez-vous le pouvoir de négocier quelque chose? Et on n'est pas capable d'avoir de réponse. Et c'est de là que vient la frustration là, de notre équipe là-dessus. Donc, je comprends effectivement que la frustration peut monter rapidement. Vous aviez déjà déposé un cahier de revendications, puis même un peu un cahier de revendications simplifié lors de la dernière ronde. Est-ce que le Conseil du Trésor vous est revenu au moins avec quelques réponses, quelques avancées ou juste au niveau là, grammaire, puis des points-virgules, puis des trucs comme ça? Juste pour donner une idée, là, depuis l'année passée, depuis qu'on négocie, les seules choses où on a quelques documents pour signature, le premier, c'est dans la convention collective, on nomme des ministères. Le nom des ministères a changé, donc c'est normal que dans la convention, on change les noms pour avoir les noms tels qu'ils existent. Et même ça a duré les discussions en 2021. On en a parlé longtemps, juste pour arriver à dire, ben écoutez, on va mettre les noms qui sont là. Bon, là, ça donnait un document de signature. Ensuite, un paragraphe qui ne sert plus à rien, qui a été enlevé. Un mot qu'on voyait en anglais on se demandait si c'était vraiment l'équivalent en français. Voyez-vous, ça s'arrête là. On n'a pas pu aller plus loin. À un tel point que notre négociateur, là, l'avant-dernière journée du mois de mars, le 9 mars, a carrément dit au négociateur du Conseil du Trésor, on a l'impression de négocier avec une chaise. On lui a demandé, est-ce que vous avez un mandat où ça a été clair. Là. Et là, le ton monte un peu en disant, ben regardez, là, on disait qu'on négocie avec une chaise. Du côté du Conseil du Trésor, face à nos revendications, ben tout ce qu'il dit, c'est très, très général. Il dit, vous en demandez trop. Ça va coûter trop cher. Sans mettre de chiffres, sans parler de revendications précises. Et de toujours revenir, là, c'était au mois de mars, c'était toujours de revenir en disant, il nous demandait, quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Et on lui a dit, écoutez, on n'a pas beaucoup de points là qu'on demande, et ça fait partie de tous ces points-là sont prioritaires. On lui disait, est-ce que vous voulez qu'on discute d'un point en particulier? Est-ce que le Conseil du Trésor vous a demandé des concessions ou encore là, ils ont resté vraiment vagues? À part de dire que ça coûtait trop cher ou qu'on en demandait trop, c'était assez vague. Par contre, il y a un point qui revient souvent au cours des derniers mois, c'est au mois de mars, le 10 mars, il nous a fait parvenir un document qui s'appelle « Proposition modifiée, durée du travail, flexibilité accrue ». Ça, c'est quelque chose qui a l'air à vraiment les tenir à cœur de leur côté. C'est la flexibilité au niveau des heures de travail, des journées de travail, de la durée des journées de travail. Et depuis l'année passée qu'on demande, pourquoi vous voulez vous demander ça? Et on nous répondait, ben c'est les employés qui le demandent. Tous les employés le demandent. On fait ça pour les employés, mais on soupçonne que c'est peut-être pour certains ministères. Et on essaie d'en savoir plus et on n'est pas capable de rien savoir de plus. Et je regardais ce fameux document-là de 12 pages, là, et c'est dangereux là, ce qu'il y a là-dedans. Je vais juste vous donner un exemple. Les heures de travail figurant dans un horaire de travail variable peuvent, et là c'est écrit, peuvent être supérieures ou inférieures à 7,5 heures par jour, OK, peuvent précéder ou dépasser 6 heures le matin à 18 heures le soir. Voyez-vous juste ça? Il nous laissait voir que l'horaire jouait entre 6 heures et 18 heures, mais quand on a regardé le document qu'il nous a donné la dernière journée de la négociation, c'est écrit peuvent précéder ou dépasser 6 heures le matin et 18 heures le soir. Donc,
Ça veut dire qu'on pourrait demander à des gens de travailler très, très tôt le matin ou finir pas mal plus tard le soir. Et là, on pose des questions, on veut savoir pourquoi et pour qui. Et on n'est pas capable de rien savoir là-dessus. Mais C'est toujours la même effectivement, réponse. C'est toujours pour dire c'est pour accommoder les employés. Oui, Marilyn? Ben, en fait, c'est pas juste pour accommoder certains employés qui en font la demande. Si c'est un employé qui en fait la demande et qui s'entend avec son superviseur, c'est correct. Mais c'est que ils ont ajouté dans la proposition à la demande de l'employeur et avec l'accord de l'employé. Donc, l'employeur peut demander des heures coupées. L'employeur peut demander de commencer avant 6 heures et de finir après 18 heures. Évidemment, l'employé, il faut qu'il acquiesce, mais je veux dire, quelles sont les conséquences s'il dit non? On ne sait pas. Donc, Et c'est même écrit, Marilyn, je m'excuse, mais c'est même écrit que ça pourrait être le samedi et le dimanche. Fait que là, on voit ça comme une grande pression qui va être mise sur les employés. mais c'est effectivement, donc ça sent pas bon. Puis ici, c'est dans la convention et que malheureusement, à un moment donné, il y a quelques employés qui commencent à accepter. Ça va peut-être devenir la norme pour la prochaine ronde. Donc, il faut être extrêmement prudent parce qu'une fois que c'est écrit dans la convention, bien, on commence à mettre les mains dans un engrenage qui peut être douloureux. Donc, Alain, tu me parlais donc d'argent. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que le Conseil du Trésor est en train de tout chiffrer nos demandes en disant cette demande-là, ça va nous coûter tant de millions, etc.? Non, on met aucun chiffre. On ne met aucun chiffre. On ne précise pas aucun chiffre. On fait juste vaguement dire que on en demande trop et ça va coûter trop cher. Donc, et il nous demande quelles sont vos priorités. Ouais, et je vais même vous dire comment ça s'est terminé, la rencontre au mois de mars. C'est que le Conseil du Trésor, le négociateur a monté le ton en disant, écoutez, là, vous voulez que je vous donne des réponses et vous ne répondez à aucune de nos revendications. Et là, ce qu'on a fait, on s'est retiré en caucus. On a dit, bien sûr qu'on a répondu à des revendications. Il y a des revendications où on a carrément dit non. Il y a des revendications où on a, voyez-vous, et là, il a fallu se réunir en caucus pour revenir avec le Conseil du Trésor et dire, écoutez, on vous en a donné des réponses. Ça, c'est une réponse, ça, c'est une réponse, ça, c'est une réponse. Il y a des documents là qu'on s'est entendu, comme tantôt on parlait des noms des ministères, des choses comme ça. Donc, on a bougé. Mais du côté du Conseil du Trésor, il n'y a rien qui bouge. Absolument rien. On ne sait pas si ils rejettent complètement nos revendications. On ne sait pas s'ils sont prêts à négocier sur certaines des revendications. Rien. Est-ce que vous avez parlé de certains sous-groupes, certaines bonifications de certains sous-groupes? Est-ce qu'ils vous ont revenu là-dessus? Pas revenus. Nous, on en discute, hein, Marie-Hélène, on ne nous a pas revenus là-dessus. Je cherche dans mes documents ici. C'est, exemple, les travailleurs de la petite enfance. On demandait qu'il y ait un nouveau groupe de créer les ED-ECE, les ED-ECE pour les travailleurs de la petite enfance. Ça. À ce que je me souvienne, ils ne sont jamais revenus là-dessus. On essaie d'avoir leur opinion, d'essayer de savoir quelle est leur opinion et qu'ils nous disent s'il y a des points qu'ils voudraient discuter, mais non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a aucune ouverture. Oui, Marilyn? Ben en fait, nous, ce qu'on a demandé à la table B, c'est des ajustements au niveau du marché, des ajustements de salaire à la hausse, évidemment, au niveau du marché. Donc, pour les ED-LAT et les ED-EDS, on a demandé une augmentation, un ajustement de 2,8% pour égaler ce que gagnent les membres de la même classification à l'Agence du revenu du Canada. Donc, on veut le même salaire qu'eux. Et pour les LS, les bibliothécaires, c'est 10% d'augmentation
en fait, d'ajustement pour égaler le salaire des bibliothécaires de la Bibliothèque du Parlement. Et pour les DEST 12 mois, on demandait un ajustement au marché de 7 basé sur le salaire des enseignants de l'Ontario. Donc, vous êtes en train de me dire aussi que quand vous êtes arrivé avec des chiffres, des demandes pour les sous-groupes, vous aviez des comparables bien identifiés, des bonnes études, et vous avez déposé ça au Conseil du Trésor, et malgré ça, pas de réponse. Exactement. Ça a été déposé en janvier. Notre recherchiste a fait un très beau document là-dessus, il nous l'a présenté, on a donné notre accord et ça a été remis au Conseil du Trésor. Mais non, toujours vaguement, il dit tout simplement, taux de revendication, ça coûte trop cher, mais on n'aborde aucun point en particulier. Aucune revendication en particulier. Ça devait être dur, effectivement, des ententes, toujours répéter la même chose. Ouais. On va passer maintenant à Marie-Hélène. Marie-Hélène, on va parler des enjeux communs. Donc, on sait que les ED ont été appelés à travailler en télétravail. Donc, on a, dans le cadre des enjeux communs, parlé du télétravail. Peux-tu nous faire un petit update, excusez l'anglicisme, de la situation des enjeux communs en commençant par le télétravail? OK. Le télétravail, c'est qu'on a demandé d'ajouter un nouvel article dans la Convention sur le travail à distance. En fait, on veut en fait que la politique du Conseil du Trésor là-dessus soit transférée dans la convention collective pour qu'on puisse négocier les détails de cette directive-là. Donc, on veut que l'employé soit informé que le télétravail est facultatif, donc ils ne sont pas tenus d'en faire si l'employeur leur demande. Un employé peut demander de faire du télétravail ou mettre fin à une entente de télétravail en tout temps. Et l'employeur ne peut pas refuser sans donner sa justification par écrit. En même temps, l'employeur doit fournir le matériel dont l'employé en télétravail a besoin, donc ordinateur, logiciel, périphérique, mobilier, équipement ergonomique s'il faut. Les employés en télétravail, on demande aussi une indemnité de 100 $ par mois pour les employés en télétravail qui font 75 heures, au moins 75 heures par mois en télétravail. Et l'employeur fournit au syndicat une liste des employés en télétravail à tous les trimestres pour que les syndicats, les sections locales puissent suivre leur membership. Oui, oui, absolument. Merci. Puis ça fait quand même ensuite, on a aussi ajouté un autre, on a fait aussi la demande d'un autre article, c'est le droit à la déconnexion. Ben oui. Un peu comme qui se passe sur certaines organisations en France et en Europe, à compter là, de 19 heures, les serveurs arrêtent complètement pour pas que l'employeur envoie des courriels à l'employé puis que l'employé se sente obligé d'y répondre en soirée. Donc, il faut, je pense, prévenir qu'au lieu de guérir. Puis c'est très important, effectivement, parce que présentement, ça fait partie d'une politique qui fait partie du Conseil national mixte et qu'on la mettrait dans la convention collective. Donc, ça pourrait être, on pourrait déposer des plaintes, on pourrait déposer des griefs s'il y a lieu, si c'est pas suivi. Un autre enjeu important pour les enjeux communs, on le sait qu'on a un problème de rétention au niveau de la fonction publique fédérale et on a de la misère à attirer les jeunes. Donc, on parle de vacances dans le cadre des enjeux communs. Marie-Hélène, qu'est-ce qui se passe avec les vacances? Bien, on s'est rendu compte que dans la convention collective des employés civils de la GRC, ils ont des meilleures conditions que les employés de la FPC concernant les vacances. Donc, quand on commence à la fonction publique, on commence avec 3 semaines de vacances, sauf qu'après 5 ans, selon la convention collective des employés civils de la GRC, après 5 ans d'ancienneté, il tombe à 4 semaines. Après 10 ans, c'est 5 semaines. Après 23 ans, 6 semaines. Après 30 ans, 6 semaines et demie. Et après 35 ans, 7 semaines. Évidemment, l'employeur veut pas, il veut conserver le statu quo. Oui. Donc, nous autres, on demande la parité avec les employés de la GRC à ce moment-là. On a aussi, dans les enjeux communs, voulu sortir la politique sur la prime de bilinguisme
On sait que la FPC demande, on sait qu'on demande 1500, puis on veut la mettre dans la convention collective à 1500 comme prix de départ. Oui, parce que là, en ce moment, c'est dans les directives du Conseil national mixte, Oui. mais on veut mettre ça dans les conventions collectives pour être capable, encore une fois, de négocier la prime. Donc, on veut la monter à 1500 $ parce qu'en ce moment, la prime est à 800 $ par année depuis les années 80, à peu près, même peut-être même avant ça. Mais l'employeur dit non, ça occasionne trop de dépenses. Eh bien, puis là, je suppose que dans les enjeux communs, ils ont dû mettre des chiffres là-dessus, puis... Pas vraiment, non. Ah bon? Non. Parce que ça table PA, écoutez, ils ont tout mis en chiffres. Ils ont même mis des chiffres sur des 10 secondes pour les centres d'appel en parlant que par jour, il y a un 10 secondes entre les appels supplémentaires pourrait coûter jusqu'à 3 millions. Et écoutez, c'est fou. OK. Moi, j'ai pas entendu de chiffres, en tout cas, à la table des enjeux communs. Mais la table PA a été beaucoup plus choyée que nous en termes de renseignements. Mais de toute façon, la négociatrice des enjeux communs puis celle de la table PA, c'est la même personne. Donc, elle est au courant de tout ça. On a parlé aussi de faire une formation sur le racisme systémique obligatoire et non par un vidéo. Oui, en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une formation obligatoire pour les employés de la fonction publique sur le racisme systémique, racisme, discrimination, y compris le racisme systémique. Et on veut avoir une formation soit en personne ou soit en télétravail, mais animée par un facilitateur pour permettre aux personnes qui suivent la formation d'échanger puis de pouvoir pour éviter que pour éviter justement que la situation dégénère, avoir un facilitateur qui soit formé, qui c'est pas un employé qui soit formé à la dernière minute là, mais quelqu'un qui a de l'expérience dans cette formation là. La FPC aussi dans les priorités pour les enjeux communs, on a parlé de santé mentale, on a parlé aussi d'ajouter certaines articles dans la convention en lien avec plainte et harcèlement et violence en milieu de travail. Est-ce que tu peux nous faire une mise à niveau? Oui, en fait, c'est qu'on a ajouté, on veut enrichir et étoffer l'article sur la discrimination et l'article sur le harcèlement sexuel. Donc, l'article sur la discrimination, on veut que la nouvelle directive de 2020 ou 2021 soit transférée aussi dans la convention pour indiquer aux employés qu'ils ont le droit de déposer un grief et aussi qu'ils ont le droit de porter plainte à la Commission des droits de la personne. Et la directive indique aussi le step by step, le déroulement de la procédure de plainte. Même chose pour le harcèlement. Le harcèlement, en fait, c'est qu'on veut élargir la définition de harcèlement, pas juste le limiter au harcèlement sexuel, comme c'est le cas dans la Convention présentement, mais que le harcèlement couvre tous les types de harcèlement, en fait. Bien, merci. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans les enjeux communs, Marie-Hélène, que tu aimerais parler? L'offre salariale? Ah, ben peut-être, oui, on est là-dessus. Hein? Donc, je te mets la petite intro. On sait que 2021, par Statistique Canada, le taux d'inflation est de 3,3. Pour l'année 2022, selon les bureaux et selon les institutions financières et les bureaux d'économistes, on parle entre 4,5 et 5,2. Donc, Marie-Hélène, as-tu au moins une bonne nouvelle pour les augmentations salariales? Non, pas pour le moment.
nous, on a déposé notre revendication salariale au début novembre. On a demandé une convention de 3 ans avec une augmentation de 4,5% par année sur 3 ans. Alors que le Conseil du Trésor nous a proposé au mois de mars une offre de 1,5% la première année. En fait, c'est une convention collective de 4 ans. Donc, c'est 1,5% la première année qui est non négociable, 2% la deuxième année, 1,75% la troisième année et 1,5% la quatrième année. On a reçu ça comme une gifle. Ben oui, absolument. Écoute, donc là, tu es en train de me dire, Marie-Hélène, ils nous offrent qu'on diminue notre salaire, qu'on diminue notre pouvoir d'achat. Et puis, après ce qu'on a pu faire durant les années de pandémie, écoutez, la fonction publique fédérale a été louangée de la part de M. Duclos, de M. Trudeau, et c'est cette offre ridicule qu'ils nous font là. C'était à la fin mars, en dernière semaine de mars. Ouais. En fait, fin mars et début avril, cette offre ridicule-là, oui. Ben, merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ces mauvaises nouvelles. Je tiens à remercier Marie-Hélène ainsi qu'Alain pour toute l'information que vous avez donnée sur la mise à jour, malgré que ce n'est pas les bonnes nouvelles qu'on espérait, mais il faut dire la vérité, hein, on ne cache pas les informations qu'on reçoit. Merci beaucoup, Yvon, d'avoir nous fait une mise à jour sur les dossiers là, chauds de ces temps-ci. Je tiens à réitérer l'importance de se mobiliser. Vous voyez, la force du nombre va vraiment faire la différence. On doit serrer les coudes et démontrer notre solidarité. Donc, soit en participant aux mobilisations, restez à l'affût, restez informés. Au mois de mai, les dates vont être diffusées un petit peu plus tard, mais il va y avoir d'autres webinaires là, d'infos négo pour chacune des tables. Ça va être important de participer et de rester à l'affût. Donc, j'aimerais remercier tous les participants et participantes de ce soir. Oui, Yvon, je ferai un petit mot de la fin, oui. Avant, je vais demander à Marie-Hélène de nous faire un petit mot de la fin, Alain, puis je vais finir ensuite. Marie-Hélène? Ben, je vous remercie d'avoir assisté au webinaire. Ça nous a fait plaisir de vous partager des nouvelles de la table de négo. Bonne fin de soirée. Alain? Et ben, ça m'a fait plaisir aussi de participer à ce webinaire pour vous renseigner du mieux possible. J'aurais aimé vous donner d'autres nouvelles, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais soyez assurés d'une chose, c'est qu'on travaille fort pour essayer de faire avancer les dossiers, de faire avancer nos revendications et de faire parler l'employeur, de négocier finalement. Mais on travaille fort là-dessus, mais c'est pas évident. Alain, la prochaine rencontre pour la table EB, c'est quand? Au mois de mai. Je l'ai pris en note, je crois. Donnez-moi une seconde. C'est du 10 au 12 mai. Ouais, 10 au 12 mai, oui. Du 10 au 12, oui. Et la table des enjeux communs, Marie-Hélène, les prochaines dates sont? Ça, j'ai pas encore reçu de nouvelles. OK, ça ne devrait pas tarder, ce que j'ai su. Ben, merci beaucoup tout le monde. Le 10 au 12 mai, c'est à confirmer quand même, hein? Oui. Oui, on attend une confirmation. Oui. Ouais. En présentiel à Ottawa. C'était des détails en personne à Ottawa. Ben, merci Alain, merci Marie-Hélène, merci beaucoup à Mélanie. Merci à tout le monde. Vous étiez une douzaine tantôt à être en ligne. Pour ceux qui restent, ça va être important de se mobiliser et on va y aller de façon très graduelle. On commence cette semaine avec plusieurs manifestations, une dizaine, dont 3 avec des membres de l'UADN. Donc, n'hésitez pas à participer avec eux autres. De plus, aussi, on va faire des rencontres avec les députés. Il va y avoir des webinaires nationaux qui vont se faire. Nous, on va se revoir peut-être au fin du mois de mai selon si la négociation va bien, on va peut-être remettre ça en juin, mais si elle commence à aller mal et à déraper, puis on s'en va vers l'impasse, bien, la Commission d'intérêt public, on va se réunir, on va vous expliquer tous les avenants et tous les aboutissants de la Commission d'intérêt public. Mais il est fort possible, là, je vous le dis, là, je n'annonce pas un scoop, là, je le fasse 10 fois que je le dis, mais il est fort possible qu'au mois d'octobre, qu'on soit peut-être en train de penser à faire un vote de grève si le Conseil du Trésor ne bouge pas. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne fin de soirée. À vous. Bonne fin de soirée.